Bonjour à tous. Ça marche. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être aussi nombreux. Je suis Pauline Augrin, directrice du numérique au CNC. Je précise tout de suite que je ne suis là que pour te tendre le micro, Jacques, parce que c'est de toi, de ton parcours, d'Illumination dont il va être question aujourd'hui. On a débuté par cette vidéo qui a été, comme vous le savez certainement, comme vous l'avez reconnu, diffusée dans le cadre de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ça a été pour beaucoup de gens une révélation de découvrir que les Mignons en fait faisaient partie du patrimoine français. Comment ça s'est passé, Jacques là, t'as reçu un coup de fil de Thomas Joly un jour pour te proposer de faire ça ou... À peu de choses près, oui, c'est ça. C'est que c'était en août 2023, donc un an avant le démarrage et la cérémonie. On a été contacté par Thierry Renoul et par Thomas pour dire voilà, on pense que c'est quelque chose du patrimoine français. Donc on aimerait bien que vous puissiez participer à ça. Les termes n'étaient pas encore très très bien définis. Il faut aussi rappeler que NBC Universal, qui est donc notre maison mère, était aussi un acteur important des Jeux Olympiques, puisque c'est eux qui ont assuré la captation pour l'ensemble du territoire américain. Donc assez rapidement, les choses se sont mises en place, et c'est Pierre Coffin, en fait, qui est le créateur des Moi Moche et Méchant avec Chris Renaud, qui s'est mis à chercher une idée. Et puis ensuite, on a eu plusieurs discussions, entretiens avec l'équipe du CIO et de Thomas Joly, et on a défini un petit programme de 2 minutes et voyez, qui devait s'insérer en fait dans toute la cérémonie d'ouverture, dont à l'époque on ne savait pas grand-chose parce que énormément de choses étaient secrètes, bien évidemment. Donc Thomas nous donnait quelques indications, il nous disait ça va, ça va pas, et puis on a avancé et ça a duré un petit moment de production quand même jusqu'à arriver à la livraison finale, toujours très secret évidemment, puisque rien ne devait fuiter de cette cérémonie. On a été très très content de participer à ça, et puis c'est évidemment quelque chose qu'on a accepté tout de suite sans réfléchir, quoi. Écoute, dans le domaine de l'animation, on peut dire qu'il y a Disney, il y a Pixar, il y a Illumination. Donc évidemment, ça nous intéresse beaucoup de savoir comment vous avez eu cette réussite absolument spectaculaire. Tu l'as mentionné, en fait, Illumination, c'est Universal aussi. Juste en 2 mots, le studio aujourd'hui, c'est quoi? C'est combien de personnes? Le studio, il y a 2 entités. Une à Paris qui fabrique les films, du début jusqu'à la fin, parce qu'on assume la totalité de la fabrication de l'image, la conception des personnages, des décors, et puis une partie à Los Angeles où Chris Meledandri est, et on parlera de lui parce que c'est vraiment le personnage clé de cette histoire-là. À Paris, le studio fabrique les films, donc on a un effectif qui varie entre 800 et 900 personnes en fonction des projets, et on est donc une filiale d'Universal Studios. Je reviendrai sur l'historique peut-être de MacGuff parce que ça c'est pas né comme ça. Il y a quand même une base de culture d'animation qui date du milieu des années 80. Et à Paris, 800-900 personnes. On est sur 6-7 000 mètres carrés. Et puis à Los Angeles, il y a 200 personnes qui s'occupent davantage de tout ce qui est promotion et aussi écriture des projets. Mais il y a un lien très très étroit entre les 2 sites à Paris et Los Angeles. Et 900 personnes à Paris, ça veut dire que vous êtes toujours aujourd'hui le plus gros studio d'animation en France. En France et en Europe aussi. Et en Europe aussi. Donc tout a commencé avec MacGuff il y a 40 ans. Et comme ça a commencé il y a 40 ans, comme tout ce qui a 40 ans aujourd'hui, Jack Lang n'est jamais très très loin. Il n'était pas très loin, et nous non plus. Alors, nous, il y a 40 ans, on sortait de l'école, on était 5 fondateurs à la base, on avait fait une école d'audiovisuel. L'image de synthèse, honnêtement, à cette époque-là, n'existait pas, parce qu'on est en 1984, quand on a commencé à travailler ensemble. La société a été créée en 1986, et on avait eu par hasard, en fait, la possibilité de travailler sur un logiciel d'animation 3D, enfin de 3D, et qui était un logiciel français, développé par Olivier Emery, qui est maintenant l'animateur et le producteur et le propriétaire de Trimaran, et sur une station de travail qui s'appelait Jixi, qui était aussi faite en France. Donc on a démarré de façon très très embryonnaire et dans une époque où on ne savait pas du tout où on allait, parce qu'on savait qu'on était intéressé par cette technologie, mais les moyens qu'on avait d'utiliser cette technologie étaient encore très très restreints. Peut-être on peut envoyer la première vidéo, parce que ça s'appelle La vie des bêtes, Animals en anglais, et c'est sans doute ce qui est
historiquement la première série d'animation au monde. Et on avait comme partenaire Canal+, déjà, la NHK au Japon et MTV en Angleterre. Et ça avait été produit par quelqu'un à qui je vais rendre un hommage aujourd'hui, puisqu'il nous a quittés malheureusement il y a 2 mois, qui est Fabrice Cohat, qui était un peu un visionnaire. Donc je vous laisse regarder ça, puis je vous raconterai en 2 mots après. Donc il s'agit d'une série de 40 épisodes et comment ça a été fait. Et qui est absolument introuvable sur Internet en plus. Je pense que c'est une vraie curiosité. On est très content de. Ah, j'ai pas vérifié si, oui. Si, bon, si, bah, tant mieux. Donc, normalement, il y a du son. Alors, là, il n'y a pas de son. Ah si. Alors le son, c'est un indice. Hein. Pour resituer, à cette époque-là, donc on est en 1986-87, on n'a pas la possibilité en 3D d'animer des personnages ou même d'en créer. Donc en fait, on est parti d'un principe que qu'est-ce qu'on peut faire avec la 3D à l'époque, c'est promener une caméra. Et on avait à l'époque commencé déjà à travailler avec Philippe Stark, Jean-Baptiste Mondino et Jean-Paul Goude. Et Philippe Stark, que vous connaissez sans doute, qui était un designer, avait créé ces bâtiments-là pour en faire des immeubles au Japon. On lui raconte l'histoire de ce qu'on voulait faire, à savoir c'est une caméra qui se balade et qui va simuler la promenade virtuelle, visuelle, subjective d'un animal. Et le but à la fin, c'est de dire c'est la vie de... Et il y avait 40 vies de, comme ça. Donc on s'est baladé dans ce bâtiment-là. Vous remarquez qu'il y a très peu de couleurs aussi, puisqu'on avait que 256 couleurs. Et on a quand même passé plus d'1 an et demi à faire ça. Et ça a vraiment lancé le studio, parce qu'en parallèle, on avait fait aussi des vidéoclips ou des films publicitaires avec ces réalisateurs qui démarraient aussi leur carrière professionnelle. On est au milieu des années 80. Donc ça... C'était diffusé sur quelle chaîne à l'époque ? Ça a été diffusé sur Canal, ça a été diffusé sur MTV et la NHK aussi qui l'avait acheté. Donc il y a eu une diffusion relativement importante et aussi et internationale. Et puis à Canal, il y avait l'époque, il y avait L'œil du cyclone qui était une émission qui était vraiment dédiée à ce type de technologie. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on sortait quelque chose, on avait un accompagnement médiatique énorme parce que chaque fois c'était un événement en fait. Et quand on avait fait des clips après pour les Rita Mitsoko, pour Néné Chéri ou pour Madonna, effectivement à chaque fois il y avait un retentissement extrêmement important parce que c'était un événement de sortir des images comme ça numériques qui n'existaient quasiment pas à l'époque. Oui, parce que c'est un moment où vous faites ce type de série, mais vous faites aussi beaucoup de pubs, vous faites aussi beaucoup de clips. En fait, on était très peu nombreux à l'époque. On était 5 actionnaires et puis on était peut-être au studio une dizaine ou une quinzaine et on alternait enfin des effets spéciaux pour des films publicitaires. Je vais en montrer un tout à l'heure pour des vidéoclips aussi et aussi on a commencé à faire pas mal d'habillage télé parce que les chaînes de télévision françaises copiant un peu sur leur modèle américain avaient envie de faire des habillages génériques en utilisant des technologies modernes parce qu'ils pensaient que ça allait donner une teinte et une nuance à leur légitimité, à leur image. Observons l'effet déviant. Voilà. Alors là, un film publicitaire, on peut envoyer. Donc ça, c'est un film qui a été assez rigolo, qui avait été assez compliqué à faire. Je vous laisse le regarder. Peut-être certains s'en souviennent à l'époque. De 98. Observons l'effet déviant sur votre organisme. Evian, déclaré source de jeunesse par votre corps. Auparavant, je vous demande d'excuser la qualité de l'image, mais on est dans un format de 1998, c'est du 4/3 avec une résolution qui est extrêmement faible, 720. Et ça avait été un vrai challenge ce film-là, parce qu'il avait tourné dans beaucoup d'endroits avant qu'on se dise peut-être c'est possible de faire ça. En fait, l'agence pour Evian avait pour envie de copier les ballets aquatiques d'Esther Williams, mais en disant on va le faire avec des bébés, parce qu'il trouvait que le concept était assez fort. La fabrication était très compliquée, on a passé beaucoup de temps. Mais c'est quelque chose qui a aussi jalonné l'histoire du studio et marqué un nouveau démarrage, parce qu'à ce moment-là, il était très difficile de s'approprier des images réelles tournées pour des raisons de
technique, c'est-à-dire qu'on ne savait pas digitaliser des images réelles. On le savait le faire en format vidéo, après on l'a fait en 35 mm, mais c'est vraiment été une étape un peu charnière du développement de... Là, on est 12 ans après le tout démarrage et on est à peine 80 au studio, quoi. Et ça, c'est parce que vous avez fait le choix à l'époque d'investir vraiment dans l'innovation, dans la R&D. Vous avez vraiment fait de la R&D au niveau du studio? Alors, effectivement, ces outils, à cette époque-là, on a utilisé très rapidement, à partir de 1991, on a commencé à développer des outils en interne de façon à faire ce qu'on voulait faire. Pas seulement parce qu'on voulait singulariser, c'est parce que sur le marché, il n'y avait pas ce type d'outils. Et qu'effectivement, les outils qui permettaient de faire du mélange 2D et 3D n'existaient pas de façon formelle. Donc on avait commencé avec une petite équipe en R&D à développer ces outils-là pour arriver à un mélange en fait et un pipe qui était capable de digitaliser des images, de faire de l'animation 3D et de mélanger tout ça après. Donc c'est vrai que ce film-là a été un démarrage, après il y en a eu d'autres, et c'est aussi ça qui a ouvert la voie vers l'utilisation de ces technologies-là pour le cinéma. Ça, c'est vraiment l'étape suivante. À partir de la fin des années 90, début 2000, vous commencez vraiment à développer des longs métrages avec la complicité de Michel Oslo, surtout. Alors, avant de faire de l'animation, on a fait beaucoup d'effets spéciaux pour des films de prise de vue réelle. Donc, on avait fait Les Visiteurs, on avait fait un certain nombre de films comme ça qui étaient en parallèle de ça. On n'avait pas vraiment refranchi le pas de l'animation. On avait fait cette première série d'animation sans animation, La Vie des bêtes. Et après, pendant longtemps, on a fait plutôt des effets spéciaux ou des habillages. Et à partir du moment... Alors, il y a eu Michel Oslo, évidemment, avec lequel on a fait Azur et Asmar. C'était en 2004-2005. Le film est sorti en 2006. Mais avant aussi, on a eu Pierre Coffin, qui était déjà un animateur et un réalisateur connu, qui est venu nous rejoindre. Et on a commencé à faire pas mal d'animations, notamment pour des films en Angleterre. On avait fait une mini-série qui s'appelait... je me souviens plus. Et puis on avait fait aussi des films publicitaires pour Milka, enfin bon, un certain nombre comme ça, La Française des Jeux, tout en développant nos outils, mais sans jamais encore avoir franchi le cap du cinéma. Et en parallèle, faire beaucoup d'animation, d'effets spéciaux, pour des réalisateurs comme Mathieu Kassovitz, Olivier Dahan, Yann Kounen ou Gaspard Noé, qui ont vraiment été la deuxième génération de créateurs qu'on a accompagnés dans le long métrage de prise de vue réelle, quoi. Et ça, c'est un secteur important qui continue encore dans la partie de MacGuff, Canal Historique. Donc il y a la découverte ensuite de l'animation, on l'a dit. Est-ce que c'est le moment peut-être de passer un petit extrait d'Azur et Asmar? Oui, on peut passer un petit extrait d'Azur et Asmar parce que c'est quand même le démarrage du studio d'animation. Alors historiquement, c'est vrai que moi j'avais beaucoup travaillé sur les effets spéciaux, sur la pub, le cinéma, la prise de vue réelle. Et j'avais le sentiment que dans l'animation, j'avais trouvé quelque chose d'un peu différent. Et c'est vrai qu'on n'a pas été déçus parce que c'était encore balbutiant au niveau de la 3D. Il y avait énormément de talent en France pour faire de l'animation dans cette année-là. Mais en 3D, il y avait assez peu de choses qui étaient vraiment maîtrisées. Donc on a eu envie de faire ça et de se développer. Et puis de aussi rencontrer des gens qui avaient une autre façon de voir les choses et de vraiment centrer nos métiers, notre développement artistique et technologique au service de l'animation, mais pour du long métrage. Donc le premier, c'est effectivement Azur et Asmar. On rencontre Michel Oslo après qu'il ait fait, lui, Kirikou, qui était en 2D, 3D. Et la rencontre avec Michel a vraiment été déterminante, à la fois parce que c'est un sujet magnifique. Ce film, dans son concentré, était extraordinaire et que la création, la fabrication de ce film reste pour le studio un élément déclencheur, mais aussi un moment de très grand bonheur. Donc Azur et Asmar en 2006. Il était une fois Azur et Asmar, deux enfants bercés par les mêmes légendes. Mais un beau prince viendra avec les 3 clés magiques. Il délivrera la fée des djinns et il trouvera l'amour. Quand je serai grand, je délivrerai la fée des djinns. Non, c'est moi qui l'épouserai. T'as pas le droit. Il était une fois deux enfants qui s'aimaient comme deux frères. D'abord, ton pays, c'est ici. Tu y es né. Arrêtez. Lequel est Azur? Toi, tu restes ici. Grand, maintenant, que veux-tu faire de ta vie? Je veux aller dans le pays, de l'autre côté de la mer, et je veux délivrer la fée des djinns. Je m'appelle Krabout. Et toi? Azur. Si tu me portes sur tes épaules, je te guiderai et je parlerai pour toi. Après Kirikou, découvrez le nouveau film de Michel Oslo, Azur et Asmar, l'histoire de deux enfants devenus princes dans un conte des 1001 nuits.
Azur et Asmar marquent une étape vraiment importante en termes d'aboutissement technique, artistique, visuel. Est-ce que c'est aussi à ce moment-là que vous commencez vraiment à vous développer à l'international et à avoir vraiment l'idée de traverser l'Atlantique? Pas sur l'animation, mais concomitamment avec ce développement, moi j'avais fondé à Los Angeles, MacGuff Los Angeles, et l'objectif c'était de faire des effets spéciaux pour le film publicitaire. Donc ça c'était en 2004, en même temps que la fabrication d'Azur et Asmar, mais l'objectif c'était pas forcément de faire de l'animation là-bas, c'était de s'implanter parce qu'on avait perçu la possibilité d'un marché qui était quand même important. Azur et Asmar, c'est vrai que ça a été une marque de fabrique, ça a été la prise de conscience aussi de ce qu'on pouvait imaginer faire, parce qu'avant, c'est vrai qu'on ne doutait pas, et c'est vrai que c'était une expérience très singulière, parce qu'il y a beaucoup de 2D, il y a beaucoup de décors, il y a de la 3D, mais ça reste extrêmement léger, et dans un cadre qu'on maîtrisait relativement correctement, avec une enveloppe budgétaire qu'on avait pu monter de façon, à l'époque, assez significative, qui permettait en tout cas de faire ce qu'on avait envie de faire. L'orientation vers l'international, elle venait davantage du fait que un studio, à l'époque, on avait 100, 150 personnes à Paris, et moi, je me rendais bien compte que c'était extrêmement difficile de ne serait-ce que de donner à manger à ces personnes-là tout le temps. Et que l'international était forcément une ouverture parce qu'on avait eu de la reconnaissance sur un certain nombre de films publicitaires autres qui passaient aux États-Unis et qui avaient... Donc on s'est dit, on va ouvrir... Donc j'ai ouvert cette filiale à Los Angeles en 2004 pour faire des effets spéciaux pour la pub en se disant peut-être un jour on fera autre chose. Mais après, l'histoire nous a rattrapés, ça a été plus vite que prévu. Et dès que vous ouvrez cette filiale en 2004, effectivement, les commandes arrivent. Ça a tout de suite bien marché sur l'aspect VFX et pub? Ça a tout de suite bien marché. Ça s'est conclu de façon un peu bizarre parce que c'est plus un problème humain qui a fait qu'on n'a pas continué cette histoire-là. Mais on a tout de suite, effectivement, grossi. On avait une 50aine de personnes là-bas. On faisait beaucoup d'effets spéciaux pour des films publicitaires américains. Et puis, au bout d'un moment, en 2007, la rencontre qui va un peu être déterminante, voilà, va faire que les choses vont évoluer, mais dans le même quartier. Parce que ce qui était paradoxal, c'est le studio qu'on avait à Santa Monica était juste à côté que le studio que Chris Meledandri, qui à l'époque, lui, venait de la Fox, donc du Connecticut et de New York, avait installé, mais on était à 2 blocs, quoi. Et ça s'est un fait. Et comment vous avez traversé la rue? Comment la rencontre s'est faite? On n'a pas traversé la rue, on s'est rencontrés à Paris. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Chris Meledandri était le producteur et le créateur de L'Âge de glace. Donc, il avait fondé avec la Fox et le studio Blue Sky. Et en fait, à un moment donné, il y avait un accord entre Paramount et Universal pour distribuer les films. Et cet accord a été rompu. Donc, Universal s'est retrouvé sans film, animation, famille à mettre en œuvre. Donc, ils ont demandé à Chris de développer ça. C'est à ce moment-là que Chris a créé Illumination. Et quand il a cherché un studio pour fabriquer ses films, en fait, il s'est rendu compte, mais il savait déjà, que tous les studios étaient plus ou moins liés à des grandes majors. Donc, il fallait qu'il aille chercher ailleurs. Et avec Janet Ely, qui était sa coproductrice et qui avait monté DreamWorks Animation avec Katzenberg et accessoirement aussi ILM avec George Lucas, avait rejoint Chris et s'est dit, il y a ces gens-là. Et en fait, je pense que ce qui leur a plu, c'est qu'il y avait une combinaison entre Pierre Coffin, donc la catégorie créatif, réalisateur, et un savoir-faire. Et c'est à ce moment-là que, après plusieurs rencontres, et que moi, j'allais à peu près tous les mois ou tous les 2 mois à Los Angeles pour voir le studio MacGuff. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. Et puis, au bout d'un moment, il m'a présenté le projet Moi Moche et Méchant, Despicable Me, en nous disant, j'aimerais bien que vous le fassiez. Et c'est comme ça que ça a démarré. Est-ce qu'à l'époque, tu dirais que la perception de l'animation française en général depuis les États-Unis était déjà assez positive? On était en train de se constituer une assez belle réputation? Il y avait une belle réputation. Il y avait aussi... Alors nous, à ce moment-là, on avait développé un autre long métrage qui s'appelait Chasseur de dragons avec Guillaume Hivernel et Arthur Quack. Donc ça a aussi permis de faire évoluer et de leur dire on peut faire autre chose qu'Azur et Asmar en termes de technologie. Mais je pense qu'effectivement, ils avaient déjà une vision assez claire de la créativité des studios français, de la force aussi de l'image, de tout ce qui a pu être développé par les uns et par les autres, et notamment dans l'animation télé, qui était quand même si ce n'était pas du long métrage, mais il y avait quand même une trace, c'est sûr, et une envie de produire différemment. Donc Chris arrive avec le concept de Moi Moche et Méchant, de Despicable Me. C'est là que vous commencez à travailler avec Éric Guillon aussi, je ne suis pas sûre qu'on l'ait cité, Éric Guillon, puis Pierre Coffin. Au départ, MacGuff est prestataire, en fait, d'Universal, ce film uniquement. Il n'est pas question encore à ce moment-là de les rejoindre.
Il n'est pas question de les rejoindre. Le premier film, c'est censé être un one-shot, une commande, un peu compliqué. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce film-là, Moi, Moche et Méchant, a connu un succès que personne n'attendait vraiment, puisque un premier film qui a fait plus de 550 millions de dollars de recettes, effectivement, ça a marqué. Et à partir de ce moment-là, on avait enchaîné un deuxième projet, et Universal et Chris nous ont dit à un moment donné, si on continue, il faut qu'on restructure les choses différemment. On veut bien continuer à investir, mais à condition que ça nous appartienne un peu. Donc, et je vous cache pas qu'à cette choix à faire là. Je vous cache pas qu'à cette époque-là, ça m'intéresse et ça m'arrange parce que entre temps, MacGuff avait subi une période un peu difficile et grâce à l'ancêtre de la BPI, la Caisse des dépôts, nous avions survécu. Donc, c'est retour à la case départ aujourd'hui ici, mais bon. La BPI nous avait grandement aidés, mais on savait très bien qu'à un moment donné, il fallait transformer l'essai au-delà de ce relais qui avait été fait. Et que l'opportunité avec Universal, c'est quelque chose qui se produit une fois dans une vie et qu'il faut y aller, quoi. T'as pas hésité une seconde? Non, il n'y avait pas le choix. Parce que il n'y avait pas le choix. Parce que c'est un vrai choix stratégique. On sait que par ailleurs, tu es très attaché au modèle français, tu le défends beaucoup, tu t'impliques, on travaille ensemble depuis longtemps maintenant. Devenir américain, c'est pas anodin non plus. Qu'est-ce qui fait que tu n'hésites pas quand même? Moi, je n'ai pas l'impression qu'on soit devenu américain. Quand j'avais monté cette filiale à Los Angeles, j'avais le sentiment de devenir américain. Là, l'opportunité qui se présentait à nous, c'était de ramener en France, et sur la base des talents français et du système français aussi grâce au CNC, on évoquera peut-être brièvement le crédit d'impôt international. Parce que ce dossier n'existe pas encore vraiment à ce moment. Non. En 2011, il existe. En 2009, non. Mais c'est vrai que je me suis dit, ils veulent les gens d'ici, ils veulent les talents d'ici, ils sont prêts à bouger. C'était aussi ça. Et on était dans la logique de gens qui se présentaient pas comme étant des donneurs de leçons, en disant faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Ils ont eu l'intelligence de combiner nos savoir-faire, nos méthodes, qui étaient en termes de production ou d'organisation très très française, très empirique, avec la méthode hollywoodienne qui est très rigoureuse. Et c'est cette alchimie-là qui a bien fonctionné, parce que aussi c'était incarné par des personnes qui avaient envie de ça et qui n'avaient pas envie de nous dire on va vous racheter, on va vous écraser et on va faire comme vous voulez. Et je pense que c'est pour ça que maintenant on en est 14 films après diffusés qui pour la bagatelle ont quand même rapporté plus de 10 milliards et demi de dollars de box-office rien qu'en salle. C'est quand même colossal. Je pense que même Disney ou Pixar n'a pas ce chiffre-là. Je ne veux pas dire qu'il n'y a que les entrées et l'argent qui comptent, mais en même temps, c'est des films dont on est relativement fier et que cette histoire, elle s'est construite aussi parce qu'il y avait une confiance réciproque, marquée et qui dure encore après toutes ces années, quoi. Ça veut dire que même sans dispositif fiscal d'attractivité, quel rôle du crédit d'impôt international, ça se serait fait quand même? Non, pas forcément. Là, ça a joué un rôle assez déterminant. Comme tu le disais, Pauline était bien placée pour le savoir. À l'époque, ça n'existait pas. On s'est beaucoup battu pour le faire. Ça n'a pas été évident parce qu'on avait il y avait un écosystème qui n'était pas forcément favorable à ça. Mais il faut savoir que ça existait partout ailleurs. Et quand on l'a mis en place, et on a été avec d'autres, avec Buff, avec d'autres sociétés, Micros à l'époque, très actifs là-dedans, c'était pour montrer qu'au pouvoir public, il fallait qu'on fasse la même chose, sinon on allait disparaître. Alors, Chris a tendance de dire qu'il est venu en France, mais les dents de rien, parce qu'il y avait des talents et qu'il reste parce qu'il y a le crédit d'impôt. C'est pas faux. Parce qu'effectivement, ces dispositions qui permettent de reverser quand même à peu près 20-25% du budget investi, c'est quand même énorme. Il faut savoir que pendant cette période entre 2014 et 2024, Universal a quand même investi, enfin, chez nous et en France, plus d'1,2 milliard d'euros. Donc c'est pas rien. Et quand sur cette partie-là, il y a une partie qui revient parce que l'État français considère que c'est important, ça joue forcément et ça solidifie et ça pérennise une relation commerciale. Est-ce que sans ce dispositif, et si jamais il devait être fragilisé, il y aurait vraiment une tentation de ne pas perdre les talents, naturellement. La valeur ajoutée vraiment du studio sont les talents quand même, mais enfin de les délocaliser ou de les attirer sur le sol américain, vraisemblablement. Je pense que dans cette période trouble un peu politique, il est important de rappeler le bien fondé de tout ça et le fait qu'effectivement, sans cette mesure-là, il est très vraisemblable qu'au bout de quelques années, Universal aille voir ailleurs. Oui. Parce que les dispositifs existent partout, on sait comment ils sont performants. Il y a une compétition entre ces dispositifs, même si, effectivement, et puis il n'y a pas que nous, hein, beaucoup d'acteurs en France travaillent pour l'étranger, que ce soit pour les États-Unis ou pour d'autres territoires, mais malgré tout, c'est extrêmement important de maintenir ce dispositif qui est performant, qui a en plus la capacité d'être relativement régulier, donc facile à appréhender pour un prescripteur étranger. Il faut vraiment se battre pour le maintenir, oui, ça c'est sûr. Après le lancement de l'aventure avec Moi, Moche et Méchant, donc là on en est à 14 films ensemble, tu l'as dit,
quelles ont été les grandes étapes, si on suit toujours ce même ordre chronologique, qui vous a amené jusqu'à aujourd'hui, et Super Mario et tout ce qu'on connaît évidemment, sur la période d'Appellation. il y a le partenariat qu'on a mis en place avec Nintendo pour Super Mario, qui va se continuer de façon très active, parce qu'il y a un autre projet qui est prévu, qui sortira bientôt. Et puis aussi le développement de nouvelles licences, comme on a pu le faire avec Migration, et puis aussi le fait de continuer les licences historiques autour de l'univers d'Éric Guillon, de Pierre Coffin, de Chris Renaud et de Mélé Dandry, à savoir les Mignons et tous les personnages de la saga. Donc là, on a sorti Moi Moche et Méchant 4 qui a rencontré un grand succès. Il y a un Minions 3 qui est prévu pour plus tard. Et puis, on va forcément continuer aussi à décliner un certain nombre de licences qui ont déjà été mises en place, quoi. Avec votre propre style, votre propre signature, c'est peut-être le moment là où la masterclass devient vraiment une masterclass avec ce que tu voulais nous raconter sur comment on fabrique un personnage. Ça, c'est intéressant. Un cas pratique. Un cas pratique, c'est un personnage qui est dans Signe 2. C'est un personnage qui est assez clé dans ce film-là. Il est interprété par Bono, le chanteur de U2. Et c'est Clay Calloway, le musicien que tous veulent avoir pour réussir leur show. Donc là, en quelques instants, je vais vous montrer rapidement les phases de fabrication. Donc ça commence par du dessin, en fait. Donc ça, c'est aussi Éric Guillon qui a créé ce personnage-là. Il n'est pas capable de faire que des mignons, ça se voit. Donc ça, c'est la première étape. On dessine comme n'importe quoi. Ensuite, on a une deuxième étape, ce qu'on appelle le ZBrush. Alors, le ZBrush, c'est une première modélisation très basique avec un outil qui s'appelle ZBrush pour voir un peu comment le personnage fonctionne en volume. Il n'y a pas trop de détails, il n'y a pas de texture. C'est vraiment une première base, mais ça permet de valider en fait les formes de ce personnage et de faire en sorte que tout le monde ait dans la tête une vision qui soit non pas un dessin, mais un objet assez proche de ce qui sera au final. Ensuite, on passe à d'autres. Donc là, on va en fait refaire travailler le département Art Dep pour des choses plus petites. On voit comment on va travailler le pied, la queue du personnage, sa tête. Et là, effectivement, on a déjà beaucoup d'éléments de ce qui caractérise son personnage, sa force, sa souffrance, parce qu'en fait, c'est ça que ça raconte le film. C'est la souffrance de ce personnage-là qui ne veut pas, après avoir été une star internationale, remonter sur scène pour des raisons qui lui sont très personnelles, et on voit comment autour du film il va dépasser ça. Ensuite, on a là, on a fait du ZBrush donc facilement, donc là on fait la modélisation en 3D, et c'est pareil, à chaque fois on fabrique une petite tournette comme ça qui permet de valider l'ensemble et de s'apercevoir que ce dessin est conforme au design initial. Donc ça, c'est une étape importante. Bon, le rigging, c'est ce qui va permettre d'animer un personnage après, donc ça c'est un peu technique, mais c'est ce qui va permettre de mettre un squelette à l'intérieur de tout ça pour le faire bouger, et l'animation. Donc ça, c'est des phases techniques. Alors ça, ce process-là, en tout, il fait entre 6 et 8 mois quand même. C'est quand même beaucoup de allers-retours, pas forcément techniques, parce qu'il y a aussi des allers-retours créatifs, quoi. Ensuite, on a alors les passes techniques, ça permet de vérifier qu'il n'y a pas d'aberration dans la modélisation ni dans le rigging. Donc on fait des tests d'animation qui ne sont pas forcément celles que va faire le personnage, mais ça permet de voir que les mâchoires ne se rendent pas dedans, qu'il y a une cohérence dans tout ça. Donc ça, c'est une passe technique. Alors après, on fait des tests d'animation pour voir comment il va se mouvoir dans la scène. Parce que ça aussi, vous savez qu'un personnage de dessin animé, c'est son dessin, c'est la voix aussi, et puis c'est l'animation. C'est ces trois trucs-là qui vont en faire un vrai personnage à part entière qui va pouvoir exister. Alors nous, on a toujours coutume d'enregistrer les voix le plus tôt possible sur la base des storyboards. C'est-à-dire que quand on a commencé à faire ces tests-là, on avait déjà enregistré la voix de Bono, parce que la voix donne aussi du caractère, et souvent, les comédiens donnent quelque chose, insufflent quelque chose au personnage, et c'est nous qui suivons. Contrairement au Japon, par exemple, où ils vont faire l'inverse. Ils vont vraiment faire du doublage sur la base de personnages qui sont animés graphiquement. En Occident, on a tendance à faire comme ça, parce qu'on considère qu'on nourrit le travail des animateurs par la voix, quoi. Donc ça, des tests d'animation. Alors, ce personnage-là, il a beaucoup de cheveux puisqu'il a une crinière. Donc toute la partie grooming, hair est extrêmement importante. Alors là, je vous passe le détail, mais il y a un certain nombre de choses. On a à peu près 50% de nos logiciels qui sont des logiciels maison, qui sont mélangés avec des logiciels du commerce. Donc à chaque fois, il y a toujours une interaction entre ce qu'on a développé nous et ce qui existe de façon en package, quoi. Donc le grooming, c'est l'implantation des cheveux, de la crinière en l'occurrence là. Là, la crinière est forcément un rôle très important. On peut enchaîner. Donc, art surfacing, c'est là où on va donner les caractères. Donc, on voit que sa chemise est en velours, que les poils vont avoir la texture de son museau. Donc, ça, c'est vraiment le surfacing, le travail de
on va aller chercher des matières, on va les appliquer, puis après, ce sont ces matières-là qui vont donner de la richesse au personnage. Donc là, on fait des tests d'animation. Donc là, c'est de l'animation fixe, donc c'est bien. C'est pas difficile quand ça bouge pas comme ça. Mais ça, en général, ça c'est pas suffisant. Ah si, voilà. Ouais. Donc là, on prend une séquence dans laquelle on essaie de voir comment il va réagir. Alors l'acting, c'est essentiellement centré sur le visage, parce que quand c'est des personnages comme ça, on fait un peu d'anthropomorphie, parce qu'évidemment, on donne à des animaux un caractère humain, donc il faut arriver à transmettre ça tout en gardant la morphologie pour pas que ça soit ridicule. Donc ça, c'est un élément important qui est travaillé par les directeurs d'animation avec les réalisateurs, en l'occurrence. Là, c'était Garth Jennings qui a réalisé ce film-là. On peut enchaîner. Et là, on commence à le résultat final. Donc, on a 3 étapes, là, les OCC. Et puis ensuite, on va avoir le premier résultat de lighting, c'est-à-dire qu'on a éclairé, on a le surfacing. Et puis, pour terminer, on a le résultat final avec les matières, les lumières et le compositing qui consiste à intégrer ce personnage-là dans son décor. Donc, voilà un petit peu, Pauline, comment on fait un personnage de dessin animé en 3D. Merci. Écoute, c'est hyper clair. Difficile de résister à la tentation de te poser la question inévitable du moment, l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA aurait un impact sur cette chaîne de création là que tu viens de nous décrire? En l'occurrence, à cette époque-là, non. Maintenant, on s'en sert, nous, dans des conditions quand même très, très encadrées, puisqu'on s'en sert essentiellement par rapport à l'exploration qu'on peut faire de références. Et on demande très clairement aux graphistes de nous signifier si oui ou non ils ont utilisé des logiciels d'IA. Et c'est presque contractuel, parce que nous, quand on livre un film à Universal, on s'engage à ce qu'il n'y ait aucun recours juridique de quelqu'un qui puisse dire un jour « Ah ben moi j'ai fait ce truc-là, vous l'avez pris ». Donc dans l'IA, dans la mesure où la chaîne de droit est très complexe à analyser, parce qu'on peut très bien se dire que le moteur qu'on a nourri, il peut aller chercher des images dont on n'a pas les droits, on est extrêmement vigilant encore maintenant sur le fait de pouvoir dire qu'on utilise de l'IA. Je ne suis pas sûr que la régulation soit dans le sens de l'histoire et qu'il soit un jour possible de se dire qu'on pourra faire en sorte qu'on va utiliser de l'IA en n'ayant aucune perspective de se dire un jour il va y avoir un retour de quelqu'un qui va dire ça c'est à moi. Donc on est dans une période un petit peu ambivalente. On est conscient de la puissance de ce qu'il peut y avoir. Bon, certes, pour l'instant, en termes d'animation pure, moi je n'ai pas vu encore de choses vraiment convaincantes qui ont été générées en totalité ou partiellement de façon massive avec de l'IA. Mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on n'en sait trop rien. Donc nous, on va rester très très pragmatique parce qu'on a des conditions d'utilisation qui font qu'effectivement, on doit garantir l'absence de tout recours éventuel d'un quelconque créateur en disant c'est moi qui ai fait ça. Donc avec l'IA, on rentre dans une zone un peu grise, quoi. Vous faites toujours beaucoup de R&D, tu dirais que ça reste une part très importante de votre activité? On a une équipe de R&D qui n'est pas énorme, on a une 20aine de personnes en R&D, mais on a à peu près la moitié de nos logiciels qui sont des logiciels maison. Et pour le code, on peut utiliser de l'IA, mais on utilise des éditeurs qui nous disent que ce qu'on va donner nous ne sera pas utilisé, dans la mesure où on paye des abonnements dits premium ou autres, qui font qu'ils s'engagent à ne pas utiliser ce qu'on va nous donner nous pour nourrir d'autres. On est en pleine, enfin comme tout le monde, dans notre position, elle n'a rien de particulièrement ni protectrice, ni particulièrement évolué, mais on fait attention, on sait que ça utilise, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit une clé de la fabrication. J'ai une dernière question avant de passer la parole à la salle, puisque l'idée c'était vraiment de réserver un temps d'échange avec vous. On voit les usages, les pratiques évoluer à toute vitesse avec notamment les plateformes sociales qui prennent énormément de place aujourd'hui. La consommation sur YouTube continue de progresser de manière vraiment spectaculaire. Évidemment, le Covid est passé par là, beaucoup d'interrogations sur la salle de cinéma. Comment est-ce que vous percevez les choses de ce point de vue-là? Nous, on a toujours eu une position, et même pendant le Covid, c'était de dire on continue la sortie en salle. Pour 2 raisons. Parce que même si... genre Universal, qui est notre maison mère, dépend d'un grand groupe plus important qui est Comcast. Comcast, c'est un peu l'équivalent d'un Free ou d'un Orange, mais en plus gros. Et Comcast a une propre plateforme qui s'appelle Peacock, qui n'est pas très très connue. Donc nous, on a toujours privilégié la salle. On a décalé des films pendant le Covid pour les sortir plus tard. Et parce qu'en fait, il y avait un calcul économique tout bête. C'est-à-dire, pour l'instant, l'exploitation sur plateforme de projets comme ça, qui sont quand même des projets très ambitieux, avec des budgets qui sont très élevés, n'est pas rentable.
Donc même si on a mis le Signe 2 qu'on vient de voir, qui est sorti en pleine période de renaissance du Covid avec Omicron, ça a été très vite sur Netflix parce qu'au bout de 3 semaines, on s'est rendu compte que les salles n'étaient pas ouvertes ou fermées. Mais ça a été vraiment une décision qu'on a pris contraint et forcé. Et dès qu'on a pu, on a attendu pour sortir les films la fin du Covid. Donc pour l'instant, notre position, c'est toujours la salle est prioritaire. Mais malgré tout, on est évidemment bien conscient que les usages changent et que, comme tu le disais, Pauline, YouTube, c'est maintenant le premier diffuseur d'animation au monde et que les jeunes générations vont plus sur YouTube que sur d'autres supports. On peut le regretter, mais c'est comme ça, parce que le modèle économique de YouTube en termes de fabrication, de contribution à la valeur économique des programmes d'animation reste très discutable. Vous êtes aussi sur YouTube du coup, mais plutôt avec des contenus additionnels, on va dire. Avec des contenus additionnels, on a énormément d'opérations de marketing, parce qu'effectivement, quand on sort un film, il faut que le film existe, mais aussi faire savoir qu'il existe. Donc on a une équipe d'à peu près 100-120 personnes qui n'est là que pour fabriquer des éléments qui vont accompagner les films dans le monde entier, donc parfois évidemment sur les plateformes. Et puis c'est vrai que le partenariat, notamment avec Nintendo, nous incline aussi à aller vers ces supports-là, c'est évident. Mais on reste quand même très prudent et on essaie de mettre la salle en avant. Je propose qu'on diffuse la dernière vidéo avec le petit aperçu des quelques licences fortes du studio, ce qui vous laisse le temps de réfléchir aux questions que vous avez envie de poser à Jacques. On a 2 images en une là. Alors là, vous êtes 2 images en une, c'est pas normal. The most important part of a heist is being aware of potential dangers. I trained myself. What? Donc là, on a mis 3 trailers en fait. Hein. Time to show the world what we're made of. Good evening. My name is Buster Moon, and it is my pleasure to present to you, for one night only, a brand new show. I think I saw you. So step right up and take your seat. The journey of a lifetime is about to begin. Scene 2. Anyone see Miss Crawley? Your destination is on the right. Rated PG. Okay. All right. Meow. Ah! You got the cat box! Oh my... I'm sorry. Okay. Now you die. Only in theaters April 5th. Rated PG. We gotta get ready for our family migration! Yeah! Uncle Dad, you come too! No. Whoa, that did it. Here we go. We have a number 2 situation. Can we land? There is no way we're landing. Are you sure no one's watching? When, Mallard? Do it now, or we leave without you. Okay, okay. Illuminations Migration. Rated PG. Illumination! Perfect. Donc là, 3 films réalisés respectivement par Garth Jennings. On en a parlé tout à l'heure, Tous en scène 2, Benjamin Renner pour Migration, et Pierre Coffin et Patrick Delage pour Moi Moche et Méchant 4. Chris Renaud, pardonnez. Chris Renaud et Patrick Delage. Voilà. La parole est à vous. Est-ce qu'il y a des questions ?
Bonjour. Est-ce que il y a une sorte de mode en ce moment de mélanger la 3D avec de la 2D? Est-ce que vous pensez suivre cette tendance dans des projets futurs? Mélanger de la 2D et de la 3D, c'est ça? Oui, parce qu'on n'entend pas très bien votre... Ah, pardon. Oui. Ça fait partie des choses qui nous intéressent. Pour l'instant, dans les films qui vont sortir, il n'y a rien de prévu vraiment avec cette esthétique-là. Mais on a un film qui sort qui a une nouvelle licence aussi, avec des esthétiques un peu différentes. Mais de la 2D live ou de la 2D dessinée, quel était ce à quoi vous pensiez? De la 2D dessinée. Oui. Bon, il n'est pas exclu, mais ça fait pas partie. Enfin, on est en train de fabriquer 3 films, bientôt 4, qui vont sortir en 2025, 2026, 2027. On n'a pas pour l'instant de film où on mélange vraiment de la 2D. C'est pas encore dans les tuyaux. C'est pas exclu que ça arrive. Merci. Yeah, monsieur Lacule. Bonjour, Yann Kempf. J'ai déjà un peu bossé dans l'animation. Ma question, ça serait qu'est-ce que, selon vous, seraient les ingrédients si aujourd'hui on voulait créer un nouveau Illumination? C'est quoi les conditions pour que l'écosystème du cinéma d'animation puisse croître toujours plus? Bon, c'est pas une question très facile, mais je pense que c'est avant tout une question d'envie, de motivation et d'exigence, parce que ce qui a gouverné la démarche de Chris Meledandri, donc je vous rappelais tout à l'heure qu'il avait produit L'Âge de glace, ensuite évidemment la saga d'Despicable Me, c'est vraiment d'essayer d'avoir l'idée de se dire, on fait des films pour toucher un public, ce public il doit être large. On doit aussi donner des sentiments quand les films sont vus d'un certain ressentiment. Alors après, le contexte est certainement pas le même maintenant, parce que quand on a démarré à travailler ensemble en 2007, on était vraiment dans une phase d'ascension de l'animation. Là, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué. Donc je pense qu'il faudrait, si on devait le faire, pour revenir à la question précédente, je pense qu'il faudrait peut-être imaginer un look d'image qui serait sans doute un peu différent, peut-être plus actuel, entre guillemets, et peut-être cibler aussi des histoires sur des publics un peu plus adultes, même si je sais que c'est un petit peu tarte à la crème. On a tous envie de faire ça. Même chez Illumination, on y travaille aussi, mais pour l'instant, on n'a pas été suffisamment loin là-dessus. Donc je pense que s'il y a quelque chose à faire pour trouver une place qui pourrait être identifiée, c'est peut-être un niveau d'exigence artistique, narrative, créative, et aussi peut-être un type d'image qui se démarquerait, parce que c'est aussi ça. Quand on a créé Illumination, on s'était dit, ce qui est important, c'est que le modèle économique soit pas le même de celui de Pixar, de DreamWorks à l'époque, ou de Disney. On fait des films qui sont un peu moins chers. C'est pas des films qui ont des budgets français, on est d'accord. Hein. On est quand même autour de 110 millions de dollars par film, mais on est moins cher que les Pixar, que les DreamWorks, tout ça. Donc il y a aussi cette réflexion-là, c'est comment se situer par rapport à un écosystème qui existe déjà. Alors c'est vrai que le monde a changé, parce que maintenant DreamWorks, qui était notre concurrent direct, on est dans le même groupe, parce que DreamWorks a été racheté par Universal. Donc il y a tout un tas de choses qui ont changé, mais je pense qu'il faudrait un positionnement qui ne soit pas forcément le même. Si on devait effectivement se dire, avec peut-être pas, nous quand on a démarré, on n'avait pas forcément l'ambition de se dire que ça allait devenir ce que ça allait devenir. C'est aussi parce que Chris Meledandri, c'est à la fois un formidable producteur, mais c'est un homme de marketing assez exceptionnel, parce qu'il est capable de se dire, l'image, l'affiche, elle fonctionne pas, ça va pas marcher. Enfin, il a vraiment une science comme ça, et ça fait partie des grands producteurs, comme la CTR, comme Katzenberg, qui sont capables d'aller dans le moindre détail, mais aussi d'avoir une vision hyper globale de leur démarche créative et du business model qu'ils vont apporter. Donc il y a beaucoup de choses à tenir. Je n'aurais pas une solution comme ça immédiate, mais je pense qu'il faudrait se dire une grande exigence sur la narration, un respect des gens qui vont voir les films, et puis aussi se poser la question de qu'est-ce qui va se passer dans 4-5 ans et quel type de médias on va utiliser et comment l'animation sera vue, parce que pour l'instant c'est vrai qu'on est quand même dans une zone de rupture par rapport au mode de consommation et aux usages de l'animation. Merci. Eh ben justement, en fait, comment tu vois Illumination dans une dizaine d'années, par exemple? Moi, je le verrais bien chez Folivari.
Non, objectivement, on a une obligation à continuer parce qu'on a mis en place quelque chose d'important. Mais même dans 3-4 ans, je sais à peu près ce qu'on va faire. Dans une dizaine d'années, c'est extrêmement difficile de l'anticiper. Parce que la salle de cinéma a résisté à quelque chose qui était quand même énorme. C'est la fermeture, on a oublié, mais on sortait plus. Quand on allait au parc, on chantait en disant c'est génial, je vais au parc. On a quand même vécu ça. Maintenant, la salle de cinéma est revenue, mais on sait aussi qu'elle n'est pas revenue indemne de tout ça. Donc, qu'est-ce que ça va être le modèle? L'immersion, c'est quelque chose, moi, j'y crois pas forcément énormément, mais ça fait partie des choses qui peuvent exister quand même. Très honnêtement, pour te répondre, dans 10 ans, j'en sais rien. Dans 4-5 ans, je pense qu'il faudra qu'on développe des nouvelles licences, avoir la chance qu'on a pu avoir d'avoir les mignons gros et tout ça, vraiment, ça fédère. C'est important de se dire qu'il y a une aspiration pour ce genre de choses. Il y a une aspiration aussi pour de la nouveauté. Je pense que l'animation, on le voit, même si c'est pas tellement ce qu'on a fait nous, mais moi j'aimerais bien me diriger vers ça. Ça permet aussi d'avoir une certaine distance pour aborder des sujets qui peuvent être difficiles. On le voit très récemment avec le film d'Assassin Vicious, où qu'on a pu voir. Il y a plein de choses à faire. Te dire maintenant ce que moi je vois Illumination dans 10 ans, j'espère toujours vivant et j'espère aussi toujours entre l'Europe, parce que je pense qu'on a énormément de choses en Europe à faire aussi, quoi. Et explorer et réinventer des univers existants comme vous l'avez fait avec Mario, ça peut continuer à vous intéresser, ça? Ça continue, puis il y a de la demande, donc on va continuer, oui. Au-delà de Nintendo? Au-delà de Nintendo, ça va être difficile parce que comme on a un partenariat avec Nintendo, c'est-à-dire que si on va taper sur d'autres opérateurs de jeux, ça risque d'être un peu compliqué d'un point de vue humain, quoi. Une question? Bonsoir. Auparavant, vous étiez un créatif. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'êtes toujours? Est-ce que vous participez à la production, à la créativité de vos productions? Et est-ce que vous avez laissé les logiciels de création de côté? Et sinon, est-ce que ça vous manque si vous avez laissé ça de côté? Paradoxalement, j'étais une forme de créatif, mais je n'étais pas un réalisateur, je n'étais pas non plus quelqu'un sur les machines. J'avais une créativité qui était à la fois artistique et technologique. Moi, ce qui m'intéressait, c'est toujours de créer quelque chose, d'emmener les gens dans ces histoires-là avec des sujets qu'on allait prendre à droite à gauche. Donc, dans ce sens-là, je n'ai pas de frustration particulière. Effectivement, mon rôle est un peu différent. Mais c'est aussi de créer une aventure globale dans laquelle on va essayer de prendre les meilleurs, tant que faire se peut, sans être prétentieux, mais les gens qui sont capables de développer ça, de les rassembler et puis de faire en sorte qu'on aura un outil artistique et technique qui fera qu'on va donner... Moi, ma mission, c'est de donner aux créateurs maintenant, aux réalisateurs, aux directeurs artistiques, le maximum et l'outil le plus performant possible, forcément en tenant compte des contraintes. Mais j'ai pas de frustration par rapport à ça. Non. Parce que je pense que j'ai jamais été non plus un créateur pur et dur. Hein. Ça, c'est indéniable. Une dernière question ? Bonjour, j'ai une entreprise franco-japonaise et j'aimerais savoir, en fait, les grands studios comme vous, est-ce que vous collaborez avec des jeunes entreprises de 3D? Et si oui, quels critères privilégiez-vous dans le choix de vos partenaires? Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on sous-traite rien du tout, ouais. à part le son qu'on fait chez George Lucas, chez ILM à Los Angeles. Mais c'est pas exclu. Par contre, on a des partenariats, on a monté des partenariats et avec Moon notamment pour l'animation un peu de D3D, c'est en train d'évoluer, mais c'est pas exclu, mais c'est pas la règle. Après, les critères qu'on pourrait privilégier, ça serait d'avoir la même passion, le même enthousiasme et de nous apporter des choses que forcément, vu notre expérience et notre âge un peu avancé maintenant, on a besoin aussi de se nourrir de tas de choses qui sont beaucoup plus importantes. Et je pense que les jeunes générations sont 1000 fois plus talentueuses que nous on l'était à l'époque et encore plus maintenant, parce que nous on a perdu la moitié de nos neurones en regardant les Mignons, donc forcément... Non, je blague. Mais je pense qu'on aurait beaucoup à faire et ça fait partie des choses qui sont importantes. Mais concrètement, vous dire, si vous avez des choses à nous montrer, moi je veux bien les regarder avec plaisir. C'est pas pour autant qu'on sera capable de mettre un partenariat en place rapidement. Moi, je comprends parfaitement. Voilà. Merci beaucoup. Très bien, on arrive au terme de cette masterclass. Merci beaucoup, Jacques. Merci. Merci Pauline. Merci à The French Chef de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir d'être là.